Ils font parler la donnée, un podcast Capgemini sur celles et ceux qui déchiffrent les datas. C'est l'une des créations les plus complexes et les plus durables de l'homme. La ville est le reflet de contacts humains, géographiques et temporels qui la rendent unique. Depuis le début des années 90 et la montée en puissance de la data, les initiatives se sont multipliées pour inventer une ville intelligente, capable d'articuler ce patrimoine avec les technologies numériques. Laboratoire vivant, la Smart City n'est pas un long fleuve tranquille. Pour parler de la ville d'aujourd'hui et de demain, nous recevons Bernard Catla, sociologue et conseiller auprès de l'Observatoire NetExplo, Pierre-Adrien Anania et Éric Legal, directeur général d'Ici-Média, en charge des technologies de l'information de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Bonjour Bernard Catla. En tant que chercheur, vous défendez l'idée qu'il faut réinventer la Smart City avec une approche plus inclusive en mettant le citoyen au centre. Avant d'aborder la question de son évolution, quelles sont selon vous les premières victoires des villes intelligentes ? Vous avez raison de dire que la ville est un des projets humains les plus anciens depuis des millénaires et des millénaires. Et il y a pas mal de gens qui ont dit que la ville était la création la plus merveilleuse de l'homme. Et puis il y en a d'autres, comme Yuval Harari par exemple, qui a dit que la catastrophe de l'humanité avait commencé lorsque les chasseurs-cueilleurs migrants itinérants en permanence s'étaient arrêtés pour créer des villages et qu'à ce moment-là, la sédentarisation avait commencé à poser le problème. En tout cas, un jour, ils ont fondé des villages qui sont devenus des villes, qui sont devenus des gigapoles. Et on s'est aperçu au 19e et au 20e siècle que les gigapoles, de plus en plus grosses, attirant bien entendu de plus en plus de gens parce qu'elles apparaissaient comme une source à la fois de travail, de confort, de richesse et d'innovation, étaient devenues des catastrophes ingérables. Et que toutes les grandes mégalopoles avaient des bidonvilles. En fait, la ville, parce qu'elle était devenue ingérable, a posé la question, comment est-ce qu'on peut rendre la ville vivable ? C'est que la Smart City est née d'un projet industriel et commercial. Elle est née comme la forme promotionnelle de développement des industries numériques et informatiques. Pour répondre à votre question sur les aspects positifs, au fond, c'est une utopie. Et comme toutes les utopies, on n'y arrive jamais complètement. Mais c'est une utopie dont l'idée est de dire on va rendre la ville encore plus grosse et encore plus vivable à la fois. Et la conception, la génétique que je dirais de cette ville, c'est une génétique d'ingénieurs et d'ingénieurs informaticiens et numériques. C'est une génétique qui repose sur deux idées. La première, c'est que la science peut résoudre tous les problèmes et que les problèmes humains sont moins importants que les problèmes de mécanique urbaine. Et donc la ville est considérée comme une machine extraordinairement complexe. Donc il faut absolument rationaliser, planifier, automatiser et programmer le fonctionnement. Le problème, c'est que si l'on considère la ville comme une machine, dans ce fonctionnement, qu'est-ce que sont les citizens, les habitants ? Ce sont des électrons libres, imprévisibles, ils sont très nombreux et individualistes, et ils ont tendance à encombrer la machine. Donc la ville est d'abord une machine avant d'être un habitat. Et la machine a comme objectif de fonctionner parfaitement et non pas de générer du bonheur. Et la deuxième dimension de la ville, elle aussi génétique, son deuxième gène, c'est d'être né dans le business. L'objectif premier des Smart Cities est techno-économique. Développer l'économie, surtout l'économie mondialisée. Mais la priorité a été de fournir aux multinationales économiques dans le monde entier des ports d'attache, des points d'ancrage dans lesquels elles allaient pouvoir installer leur siège social local, leurs expatriés de haut niveau de diplôme, etc., etc. Donc nous avons au fond une Smart City, et on peut la remercier, qui a fait progresser le fonctionnement de la machine urbaine, qui a fait progresser l'économie, et notamment l'économie internationale, qui a un petit peu augmenté le niveau de vie moyen des habitants des grandes villes, mais d'une façon très inégalitaire et très déséquilibrée, et qui a comme à la fois qualité fondamentale et péché originel
le fait d'avoir privilégié la machine sur l'homme et l'économie sur l'environnement et l'écologie. Le citoyen et la citoyenne sont des consommateurs de la ville, en y résidant et en y évoluant au quotidien. Mais ils doivent aussi comprendre qu'ils incarnent aux yeux des bâtisseurs de Smart City de véritables acteurs du territoire. L'une des conditions de réussite est que les citoyens y participent, apportent leur pierre à l'édifice. Il faut bien entendu pour cela qu'ils aient confiance. Quels sont les principaux défauts des Smart City actuellement ? Qu'est-ce que vous reprochez, Bernard Catla, si on le pense en termes de carence, à ces structures urbaines avant-gardistes ? Je crois que il y a deux carences fondamentales qui sont des carences de déséquilibre. Pour parler savamment, on dit que la Smart City n'est pas assez holistique. On résume le progrès d'une Smart City à l'accumulation de technologies les plus avancées possibles, les plus expérimentales possibles. Cette technologie, elle a eu tendance à dire on va traiter les problèmes un par un. On a tendance encore une fois à penser à la ville en termes de machines, à traiter chacun des rouages de la machine plutôt qu'à penser en termes d'environnement. La deuxième carence, si j'ose dire, c'est le déséquilibre entre la perfection de la machine au service du business et peut-être pas tout à fait au service de l'humain. Alors, ça profite aux humains. La qualité de vie dans les villes a augmenté, la sécurité s'est améliorée, l'eau est plus potable dans les smart cities qu'ailleurs, l'air est peut-être ce confort matériel. Son problème, c'est qu'il n'est pas équitablement dispersé. Et que donc, quand on voit ce qui s'est passé avec les gilets jaunes en France, et il y a des explosions comme ça, on s'aperçoit qu'au fond, les villes ont tendance à privilégier des équipements high-tech absolument de véritables progrès, mais dans des zones bien particulières, qui sont celles où habitent et celles où travaillent les gens qui sont productifs pour l'économie mondialisée. Et qu'à côté de ça, les périphéries, les banlieues, les périphéries urbaines et périrurales sont beaucoup plus abandonnées, d'où les phénomènes de révolte qu'il peut y avoir, ou de désertification chez les gilets jaunes. Et donc, on a tendance à repousser de plus en plus loin les gens pauvres. La dernière faiblesse que l'on peut signaler, eh bien, on est en train de la vivre depuis 2 ans avec la pandémie. Au fond, on s'est aperçu que ces smart cities qui sont tournées vers le futur avaient été imprévoyantes, aussi imprévoyantes que le reste du monde. Elles n'ont rien vu venir. Et elles n'y ont pas cru tellement elles pensent au business, tellement elles pensent que l'avenir, c'est ce qu'elles décident et ce n'est pas ce qui va leur tomber sur la tête. Certains projets de Smart City ont avorté, révélant des carences. L'exemple de Google à Toronto est assez significatif. Pouvez-vous nous expliquer ce que cette initiative a mis à jour en termes de défauts ? Au fond, si on peut le résumer par un mot, mais alors c'est un peu théorique, mais c'est de considérer la ville non pas comme une machine, mais comme un écosystème. Un écosystème, c'est toute une diversité de choses ou d'êtres plus ou moins vivants qui interagissent en permanence. Et la survie du système, d'un écosystème, c'est l'équilibre général qui résulte de toutes les interactions. La deuxième chose qui nous paraît intéressante, c'est de considérer la ville non pas comme un ensemble bâti dans lequel il y a quasiment plus de vie naturelle, mais comme une mosaïque dans laquelle il doit y avoir une imbrication entre le centre-ville et ses périphéries et ses banlieues, entre la ville bâtie minérale de verre et de béton et le rural, y compris le rural agricole. Donc nous pensons que la Linking City de l'avenir sera une Agri-City, c'est-à-dire qu'elle intégrera des couloirs agricoles dans la ville. On a primé au dernier forum NetExplo UNESCO San José, la capitale du Costa Rica. Costa Rica est connu pour être un pays avec une grosse politique écologique, notamment de parcs nationaux. La ville de San José intègre de plus en plus des corridors de nature dans la ville. En plus d'avoir une politique d'énergie 100% quasiment renouvelable. Je l'évoquais tout à l'heure, la confiance des citoyens est une caractéristique clé de tout projet de Smart City. Peu importe les innovations sur le point de voir le jour, notre société est chaque jour un peu plus dépendante de la donnée, soulevant ainsi les enjeux de transparence et de consentement. La Smart City ne pouvant naître sans un traitement pertinent et rigoureux de la data, peut-on considérer qu'elle représenterait alors une sorte d'Eldorado de la data ?
Oui, sur ce thème de la donnée, l'exemple de Toronto et l'échec de Google à Toronto, l'entreprise sans doute la plus puissante du monde a été mise en échec par quelques associations de citoyens sur le thème de la donnée. Et en fait, ce qui était critiqué, c'était pas qu'il y ait un recueil de données qui puisse être utilisé à des services personnalisés, c'était l'opacité absolue du système. Si on veut traiter la donnée dans ce que moi j'appelle Linking City, c'est véritablement d'abord en jouant carte sur table, en n'ayant pas honte de recueillir des données, mais en le faisant ouvertement. Il y a quelque chose à inventer aujourd'hui qui est un équilibre. Et je dirais que si le mot ne fait pas peur, je dirais qu'il faut une éthique des datas qui soit explicite de la part de tous les acteurs et de tous les intermédiateurs qui vont traiter les datas dans ces villes. Sinon, on aura une perte de confiance, voire des révoltes comme celle de Toronto. Le futur de la Smart City passe par une redéfinition de la place du citoyen. C'est un utilisateur actif, soucieux des informations qu'il partage et qui exige une visibilité très claire sur ses droits et sur l'utilisation faite de ces informations. Pour en savoir plus, nous rencontrons Pierre-Adrien Ananias, spécialiste de l'intelligence artificielle et du secteur public chez Capgemini. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les écosystèmes de données que sont aujourd'hui les Smart Cities et quelle place les citoyens sont-ils amenés à y jouer ? Je pense qu'il faut surtout appuyer sur le fait qu'il y a une sorte de démocratisation de la donnée que ça implique, d'une part dans l'accès, dans l'échange et dans la valeur, ce qui nous ramène un peu à ce qu'on appelle data ecosystem ou écosystème de données, qui en plus est très important dans le cadre d'une ville ou d'un territoire, puisque les citoyens, tout compte fait, sont vraiment les consommateurs de cette donnée à la fin, que ce soit pour aller au travail ou pour se renseigner ou pour noter un restaurant. La donnée qui est en ligne, dès qu'on ouvre son application ou son portable, sera consommée par les citoyens. Et du coup, cet écosystème-là doit aussi, au-delà de l'IT provider, des différents acteurs qui font la ville, aussi impliquer le citoyen dès le début. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une vraie importance à mettre en avant sur les degrés d'implication des citoyens. D'une part, dans le fait de consommer consciemment la donnée, donc déjà partir un peu plus en fait de la passivité, de seulement consommer sans savoir en quelque sorte ce qu'on consomme en termes de données. Donc ça demande une certaine transparence, ça demande aussi une certaine implication du citoyen dans les projets. Et notamment du coup par rapport à une ville qui demanderait un feedback aux citoyens à la fin d'un processus administratif ou qui impliquerait le citoyen dans ses projets d'urban planning. Ensuite, il y a aussi vraiment le fait de faire participer le citoyen dans le cadre d'un processus, c'est-à-dire de vraiment fournir lui aussi de la donnée. Et là, par exemple, je peux nommer Singapour ou dans le cadre de nouvelles pistes cyclables. En gros, la ville de Singapour ou le pays de Singapour a instauré une sorte de centre où on pouvait venir tester avec un casque de réalité virtuelle les nouvelles pistes cyclables qu'il y aurait en fait dans le futur. C'est-à-dire que quelque chose n'existait pas encore dans la vie réelle, mais la ville prévoyait ce genre de pistes cyclables et du coup, en gros, ils ont tout simplement donné la possibilité aux citoyens de donner leur avis sur ce qui pourrait être en fait leur vie quotidienne, c'est-à-dire aller au boulot à vélo. Et donc en gros, les citoyens pédalaient pendant 10-15 minutes et donnaient à la fin leur feedback sur est-ce qu'ils se sentaient en danger ou est-ce que ça tout marchait ou est-ce que ils connaissaient un peu la ville différemment et du coup auraient pris un autre chemin, est-ce que les feux c'était peut-être un peu trop long, etc. Et ça c'est vraiment le passage en quelque sorte d'un citoyen passif au smart citizen, ce qui tombe bien parce que en gros quand on aborde vraiment l'idée de smart city, pouvoir compter en fait sur son élément le plus smart, l'humain, ça permet en fait d'éviter des pièges type construire des projets de longue haleine qui en fait à la fin ne répondent pas aux besoins premiers du citoyen.
La pandémie a démontré que les smart cities avaient peut-être manqué d'intelligence adaptative. Comment faire en sorte que les villes mettent en place un meilleur pilotage des opérations grâce à la donnée ? La data, ça pourrait permettre en fait de comprendre ce qui se passe dans la ville, où et comment. C'est-à-dire que si on prend maintenant les problèmes environnementaux et qu'on pense par exemple à la qualité de l'air, ou qu'on pense au traffic management, ou qu'on pense aussi du coup aux options en fait qui existent pour se rendre au lieu de travail, le fait de pouvoir mettre en fait la main sur la situation telle qu'elle est à travers un dashboard ou à travers en fait la mise en place d'un digital twin qui fasse l'écho en fait de la situation de la ville, permet aussi du coup à la ville de visualiser beaucoup plus facilement les ficelles sur lesquelles tirer pour pouvoir changer la situation. Une fois qu'on a ce territoire, en fait, ce digital twin, ce jumeau digital numérique qui peut nous dire en fait quelle est la situation aujourd'hui, forcément, on peut aussi essayer de comprendre avec des mécanismes en fait mathématiques auxquels répondent par exemple l'intelligence artificielle, ce qui va se passer demain et ce qu'il faut faire pour éviter les leitmotifs qui semblent se reproduire demain. L'objectif que peut atteindre une ville en se dotant d'une intelligence marque avant tout son ambition d'être la plus agile et efficiente possible pour ses habitants. Cependant, on entend bien souvent combien ceux-ci n'ont pas confiance en la data et estiment parfois qu'elle n'a pour seul objectif que de les surveiller et de les contrôler. Que diriez-vous pour contredire ceux qui pensent à tort que la Smart City n'a pour vocation que l'espionnage ? Qu'est-ce que concrètement une Smart City apporte comme bienfait à ses habitants ? D'une part, une meilleure interaction avec du coup une interaction plus omnichannel. Là, on est vraiment dans l'administration, c'est-à-dire que en tant que citoyen, si je veux, par exemple en Allemagne, il faut pouvoir changer d'adresse. Il faut changer d'adresse quand on part d'une ville et qu'on arrive dans une autre. Et quelque chose qui est assez énervant, frustrant, c'est évidemment qu'on doit à chaque fois réentrer les mêmes informations. Et aussi de la même manière, on n'a pas toujours accès assez rapidement aux services parce qu'évidemment, il y a des bottlenecks, il y a énormément de demandes, etc. Donc, tout ce qui est assistant virtuel, en fait, sur ce genre de cas d'usage, ou par exemple pour quelqu'un qui est nouveau dans la ville, peut évidemment aider à aider le citoyen à s'y retrouver beaucoup plus rapidement. Il y a aussi la meilleure détection d'anomalies dans une ville, c'est très important par rapport à des dangers importants comme par exemple parfois les infrastructures cassées, parfois sur des problèmes moins importants ou plus long terme où on a plus le temps de réagir dans le mi- et longue durée. Et évidemment, voilà, c'est ce que je viens d'aborder, la meilleure aide à la décision une fois qu'on a détecté l'anomalie. Par exemple, dans 5 jours, il n'y aura plus de lit disponible dans cet hôpital-là de cette ville, pouvoir en fait aider à la décision pour remédier aux situations. Et en fait, ces trois aspects-là de ce que peut apporter la donnée concrètement à l'humain et aux citoyens dans une ville, la meilleure interaction, la meilleure détection d'anomalies et la meilleure aide à la décision, tout ça, ça dépend évidemment de la ville. C'est-à-dire qu'une smart city, ça commence aussi dans sa gestion de la donnée avec le fait qu'elle sache exactement vers où la ville doit se développer et en quoi elle doit devenir plus intelligente. Vous parliez tout à l'heure de cette idée de contrat digital, c'est très intéressant, d'autant plus que de nouveaux types de relations digitales apparaissent aujourd'hui, loin de celles consensuelles. Devenir l'acteur de ces données personnelles, c'est un souhait raisonnable pour ceux qui manquent de confiance en la data. Récupérer la maîtrise plutôt que de produire pour que d'autres les exploitent est une utopie sur le point d'être réelle. Nombreux sont les projets de self-data de cet ordre qui commencent à émerger et revendiquent un contrat digital différent. Quelles sont, selon vous, les attentes des citoyens quant à la maîtrise de la donnée ? La première attente, c'est le fait d'être en accord avec les règles internationales, même sans le savoir, en quelque sorte, c'est l'attente. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont parler de la RGPD, d'autres parleront en fait tout simplement du respect de la vie privée et du respect des droits fondamentaux. Donc en gros, tout ce qui est data privacy, non-discrimination,
et le droit à l'oubli, enfin toutes ces choses-là qui fondent les règles ou qui fondent les aspects de la discussion actuelle qu'on a autour de l'utilisation des données personnelles. Donc je pense que c'est une grande attente des citoyens. L'autre attente, tout simplement, du citoyen, c'est que les use cases soient en accord avec les vœux de la ville. Et c'est pour ça que c'est très important de se pencher tout d'abord sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait l'ADN de la ville et qu'est-ce qui fait le souhait spécifique de la ville? Ça doit passer par les vœux du citoyen aussi. Retour en France à Issy-les-Moulineaux. Après 10 ans d'expérimentation à l'avant-garde de l'open data, la ville est arrivée à cette conclusion. Le succès de la Smart City passe par l'appropriation de ces outils par les citoyens. D'où la création de ce tableau de bord, pensé pour les administrés, mis en ligne en novembre 2020. Un tableau de bord pensé pour les citoyens, leur donnant accès à une myriade d'informations allant des finances publiques à l'urbanisme, en passant par le développement durable. La ville entend aujourd'hui aller plus loin en utilisant la data pour adapter la ville au changement du climat. Plus qu'une conquête technologique, une quête de sens. Rencontre avec l'un des architectes, Éric Le Gall, directeur général d'Issy Média. Votre définition de la Smart City a-t-elle évolué au cours de ces dernières années ? Il se trouve qu'à Issy-Moulineaux, on est une ville innovante depuis très longtemps. J'ai presque dire, c'est même historique, parce que n'oubliez pas que l'aviation est née à Issy-Moulineaux. Donc, à l'époque déjà, c'était des start-upers, les gars qui pilotaient les machines. Bon, eux, ils risquaient leur vie. C'était un peu plus dangereux physiquement que nous, mais c'était déjà cet esprit-là. C'est-à-dire qu'ils se mettaient à inventer des choses parce qu'ils voulaient les commercialiser, évidemment. Et cet esprit d'innovation, je pense qu'il a toujours existé dans cette ville. L'open data, ça a apporté en fait deux avancées pour moi majeures. Alors évidemment, il y a ce qu'on dit depuis le début, c'est de la transparence. Et ça, c'est vrai que pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que quand vous publiez des informations, c'est plus de transparence parce que n'importe quel habitant peut y accéder. Et d'ailleurs, le premier jeu de données que nous avons publié il y a 10 ans maintenant, c'était le budget. Le deuxième sujet que ça a apporté, je pense, c'est une meilleure organisation interne. Alors ça, c'était pas attendu, en fait, pour le coup, à l'origine. Mais on s'est rendu compte simplement parce que lorsqu'il a fallu aller chercher les données à publier, on s'est rendu compte que tous les services municipaux ne disposaient pas des données. Alors ce qu'on trouve dans ce tableau de bord, c'est les chiffres clés qui sont très divers, en fait. C'est la population, c'est le nombre de jeunes qui vont à l'école à Issy-les-Moulineaux, c'est les prénoms qui sont donnés toute l'année, enfin, c'est le nombre de naissances aussi, le nombre de mariages, le nombre de personnes qui vont au centre administratif ou qui téléphonent. Enfin, c'est vraiment des chiffres clés sur l'activité finalement d'une mairie qu'on voudrait tenir, alors évidemment à jour le plus possible. L'idéal même demain, c'est qu'elle soit en temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un passe le seuil du centre administratif, il soit comptabilisé, que ça s'affiche sur ce tableau de bord. Pareil pour les naissances, pour les mariages ou je ne sais quoi, ça serait vraiment l'idéal. Tout le monde s'accorde à dire que les Smart Cities doivent mettre le citoyen au centre, mais les citoyens, eux, sont-ils prêts à jouer le jeu en partageant leurs données ? Le citoyen sait-il qu'il partage déjà ses données personnelles avec plein de monde, plutôt américain ou chinois d'ailleurs en ce moment. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est que quand c'est un acteur public, entre guillemets, qui lui demande ça, il est tout de suite plus réservé. Comme il craignait davantage qu'on utilise mal ses données qu'un Facebook ou un TikTok, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours amusé. Donc je ne sais pas du tout si les citoyens sont prêts à partager leurs données. En plus, ça veut dire quoi, partager une donnée? Quel type de données on a besoin? Nous, ce qu'on a besoin souvent, c'est des statistiques. C'est-à-dire que nous, on aimerait savoir en temps réel, effectivement, si tel ou tel équipement public est utilisé, parce que, par exemple, ça pourrait avoir un impact sur nos horaires d'ouverture, ou simplement sur le nombre d'agents qu'on met à disposition, par exemple, dans les médiathèques. Si on savait qu'il y a des plages horaires, alors on le sait de manière empirique, mais on le voit, les gens. Mais si on avait des statistiques un peu plus précises, en fait, pour moi, la data, c'est rien d'autre que des outils d'aide à la décision. C'est des outils qui nous permettent de comprendre la situation dans tous les domaines, partout et en temps réel, quasiment réel. C'est ça qui doit nous aider
à passer. Donc si on arrive à convaincre la population que ça a du sens pour nous. La ville d'Issy-les-Moulineaux a fait partie des 100 villes européennes qui ont participé à l'automne 2020 au programme Intelligent City Challenge de la Commission européenne. Accompagnée par Capgemini, implantée depuis 2009 sur son territoire, cette participation met en évidence comment la Smart Issy parfait sa dimension internationale. Les priorités de cette sélection portaient sur 4 axes: le développement de solutions d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, l'écologisation de la construction, du logement et de la gestion urbaine, la promotion des mobilités douces et la numérisation des services publics. Il y a un net penchant pour une Smart City œuvrant aux défis climatiques. Quelle a été votre feuille de route pour relever ces défis ? La ville a adopté un budget climat qui ne parle pas d'argent en fait, c'est pas des euros, mais ce sont des CO2, enfin des équivalents de tonnes CO2. Donc c'est un budget carbone, en s'inspirant de ce que fait la ville d'Oslo en Norvège depuis 5 ans maintenant, et qui a pour objectif en fait de se donner des objectifs annuels de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut qu'on parte d'un indicateur. Et donc, on a demandé à un cabinet spécialisé où nous en étions à Issy-Moulineaux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et on s'est rendu compte qu'on avait déjà diminué nos émissions de 26% au cours des 15 dernières années. Et puis, le deuxième impact le plus important, d'ailleurs, c'est qu'Issy-Moulineaux est une ville en pleine mutation urbanistique depuis des années. Et en fait, il ne faut pas être surdiplômé pour comprendre qu'un immeuble neuf, c'est plus vertueux sur le plan énergétique qu'un immeuble ancien. Et donc, comme on a beaucoup rénové les bâtiments Issy-Moulineaux, y compris d'ailleurs parfois en faisant appel à l'énergie renouvelable, au Fort d'Issy par exemple, c'est de la géothermie qui chauffe les logements et les équipements publics, évidemment ça a un impact sur les émissions. Donc, et ça pour nous ça a été vraiment clé parce qu'on s'est dit, sans vraiment l'assumer, on a réussi à réduire nos émissions. Pour 2021 par exemple, on a prévu de baisser de 3,5% nos émissions. Alors comment on y arrive ? Parce que là, la difficulté, c'est comment on le calcule et comment on y arrive. D'abord, on n'y arrive pas tout seul. C'est-à-dire que ça, c'est le deuxième enjeu important, c'est que c'est pas la mairie en tant que telle. D'ailleurs, la mairie toute seule en tant qu'organisation, elle représente, je crois, que 3% des émissions de gaz à effet de serre sur la ville, parce que ça concerne évidemment les entreprises, ça concerne aussi les habitants. Donc l'idée, c'est d'embarquer tout le monde. Et puis il y a des choses aussi qui dépassent le territoire de la ville, comme par exemple, on adhère à une zone de faible émission, qui est à l'échelle de la métropole du Grand Paris. C'est tout bête, mais une ZFE, c'est 1%, c'est automatiquement 1% de baisse d'émissions de CO2. Le simple fait que vous laissez à la porte, c'est en quelque sorte, les voitures les plus polluantes. Et ça, vous savez que dans les années qui vont venir, ça va être de plus en plus strict. Donc, on sait déjà qu'il y a des marges de progression importantes. Ensuite, ça c'est une action qu'on peut avoir, nous, plus directement, il faut davantage végétaliser. C'est-à-dire qu'il faut en fait changer notre façon de raisonner comme on le faisait auparavant. C'est tout bête, prenez une place dans une ville. Une place avant, on la faisait minérale parce que, c'était moins d'entretien, parce que mine de rien, l'entretien, ça coûte en argent et en hommes. Et deux, une place minérale, ça permet de faire plein d'événements. Regardez devant Hôtel de Ville, il y a un supermarché 3 fois par semaine. S'il n'y avait que des arbres au milieu, on ne pourrait pas vraiment le tenir, ce marché. Il faut qu'on change ça, il faut qu'on change cet état d'esprit parce que aujourd'hui les places minérales, elles doivent aussi être végétalisées et donc la municipalité a un plan pour planter 6000 arbres pendant son mandat. Donc c'est énorme parce que je crois qu'aujourd'hui on doit en avoir 7 ou 8 000. Donc on rentre dans cette logique-là. Et là c'est pareil, un arbre c'est évidemment des puits de carbone, ça permettra de réduire cela. On a comme ça, je vous invite à aller voir sur le site internet issy.com parce qu'on a comme ça je crois une dizaine d'exemples rien que cette année pour montrer comment dans différents domaines on va agir pour pouvoir baisser ces émissions-là. Si le concept de Smart City n'est pas nouveau, son périmètre ne cesse d'évoluer au rythme des attentes des citoyens. Les technologies permettent aujourd'hui de mieux gérer les infrastructures et les déplacements, mais aussi de créer les conditions d'une ville plus durable, tournée vers son objectif de transition zéro carbone. En fonction de l'histoire de chaque commune et de chaque métropole, la Smart City se mue en Green City, en une Safe City plus sûre ou encore en une Attractive City plus agréable, grâce à la végétalisation des espaces de partage, la préservation de la biodiversité et la mixité des usages. Parce que les technologies ne sont pas une fin en soi, mais un outil au service des citoyens et de leur bien commun, la ville.